La séance aujourd'hui est consacrée à l'œuvre en cours, indépendamment de ses publications et de ses travaux par ailleurs, de Patrice Meyer-Bisch depuis que je le connais, c'est-à-dire il y a longtemps quand même. Je pense que je vous connais depuis 98, qui pour vous est une date essentielle, puisque c'est la première, c'est ça. Oui. Hein, c'est donc la première publication, je ne me trompe pas. Non, on avait fait un colloque en 93 sur le droit culturel catégorie sous-développée. Oui. Donc les droits culturels, projet de déclaration, puisque dans le laboratoire qu'il dirige, Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme de l'Université de Fribourg en Suisse, Patrice Meyer-Bisch et ses collaborateurs ont eu l'idée et réalisé cette idée, il faut toujours réaliser les idées qu'on a, d'un projet de déclaration des droits culturels. Donc c'est un projet très important, je ne vais pas prendre de temps pour présenter Patrice Meyer-Bisch. Vous avez reçu la fiche, vous savez ce qu'il publie et ce dont il se sent en charge, qui est effectivement une charge et d'une grande importance, donc je ne vais pas répéter cela dans tous les sens davantage. Nous aurons, je pense, le temps de discuter. Je dis juste pour que ceux qui étaient là à la dernière séance voient bien que ça s'articule directement avec la dernière séance qui avait été assurée pour l'essentiel par Marie-Pauline Chartron sur, et moi-même, mais surtout Marie-Pauline, sur le débat entre Wilke Mika et Suzanne Molorokin en 1999. Donc tout ça, dans la fin des années 90, s'agite sur ces questions, entre le multiculturalisme comme défense d'une certaine façon du droit des groupes culturels à leur identité, à leur reconnaissance, et le féminisme comme défense du droit des femmes, avec les intersections, nous avions vu, plus ou moins complexes, difficiles, qu'il peut y avoir entre les deux types d'exigences. Alors nous poursuivons dans cette direction, non pas sur l'intersection, mais sur l'exploration, sous le titre général de ce séminaire pour ce semestre, sur les inégalités ethnoculturelles. Nous poursuivons la réflexion sur les droits des cultures ou aux cultures qui peuvent être reconnus et inscrits dans notre représentation et notre listage international des droits humains. Voilà. Donc je vous donne tout de suite la parole et je vous remercie d'être là. Je suis très très content de vous revoir à cette occasion-là. Ça fait un moment. Oui, merci beaucoup. C'est le plaisir et pour moi. Merci à vous aussi pour l'invitation. Je ne vais pas parler entre l'approche, j'ai vu que vous avez parlé le cadrage français de l'État monoculturel ou du cadrage canadien et multiculturel. Je vais prendre un point de vue tout à fait différent, celui des droits de l'homme en général, et à l'intérieur des droits de l'homme, celui des droits culturels. Et avec ce titre que je vous propose là maintenant, l'exercice des droits culturels, un préalable à toute politique inclusive. Inclusive s'entend ici des personnes et des domaines. Donc vous connaissez le développement durable avec ses différents piliers. Ensuite, on a essayé d'ajouter un quatrième pilier pour la culture. Et nous, quatrième pilier, ça nous fait mal aux oreilles. Et on pense que la culture, c'est au centre, c'est pas après. Alors, si dans la discussion, on pourra parler plus de ça. Du côté des mouvements des handicapés, on a parlé d'inclusion. L'inclusion a un aspect aussi du côté des mouvements de femmes. On l'a souvent rejeté parce que on n'a pas envie d'être inclus dans un truc global comme ça. Et inclusif des personnes, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sur le terrain. Dans le cas présent, quelqu'un dont les droits culturels seraient violés. Parce que ça veut dire que son identité est méconnue et est injuriée. C'est ça l'objectif. Et pour le réaliser, il faut que ce soit inclusif des domaines. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre la culture comme quelque chose d'unique, ni comme un petit secteur, mais on va en avoir une approche transversale. La culture, c'est toujours la culture de quelque chose. On a un problème, je réfléchis beaucoup sur les verbes substantivés. Et jamais je prends la culture comme sujet.
Pourquoi? Parce qu'on ne va pas définir la culture française comme telle, ça n'a aucun sens. Si on veut comparer la Suisse et la France au niveau culturel, on peut seulement parler de nos cultures politiques qui sont inversées. D'un côté centraliste, d'autre côté fédéral, et avec des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais il ne viendrait à presque personne, à part les mouvements d'extrême droite qu'on a en Suisse comme en France, avec la même préoccupation, les mêmes dangers, il ne viendrait pas à l'idée de parler de la culture suisse en général, en dehors du chocolat et des montagnes. Donc je veux d'abord faire, si vous voulez, un tout petit peu de grammaire politique, si vous me permettez, dans ce sens-là, c'est-à-dire en partant de l'idée que les droits de l'homme sont la grammaire politique. Pourquoi? Parce qu'ils définissent le sujet, les sujets. C'est chaque personne. Voilà. Une approche rigoureusement personnaliste. Et définit des verbes. C'est le droit à l'alimentation, à l'habitation, à l'activité culturelle, à l'expression, à l'association, etc. Et donc ce sont les verbes qui ont la dynamique relationnelle, et des compléments. Avec qui, pour qui, devant qui, etc. Et donc chaque droit de l'homme est une relation sociale dont le sujet est individuel, j'y reviendrai, mais dont l'objet est collectif et social. Et ça, d'entrée de jeu, c'est une grande position du point de vue épistémologique, parce que vous avez les tenants de l'individualisme et les tenants des communautés ou des approches collectives de différents niveaux, pas seulement communautarisme, mais en droit de l'homme aussi, y compris parmi les experts, vous avez des gens qui disent, et beaucoup, les droits individuels et les droits collectifs. Et dans une approche rigoureusement droit de l'homme, on ne mettra jamais les droits individuels au même niveau que les droits collectifs, parce qu'un individu va se faire manger par la collectivité. C'est l'argument classique, mais qui reste valable. Cependant, l'objet du droit, lui, il est toujours social. Et avec ça, on réconcilie en dialectique, si vous voulez, les deux approches. Chaque homme compte et est comptable des autres. Ça, c'est l'approche rigoureusement personnaliste et qui reste révolutionnaire parce que l'individu, il va être face à des systèmes qui ont tendance à l'écraser, d'où la sculpture que je vous ai mise ici, qui est dans le hall de notre banque et que j'aime beaucoup, et qui est la question. C'est un homme qui essaye d'écarter les déterminismes qui peuvent l'opprimer. Donc chaque homme compte et est comptable des autres, mais ce à quoi il doit participer, c'est toujours une relation sociale digne. L'alimentation, voilà, c'est pas la nourriture qui est l'objet du droit à l'alimentation, c'est une relation sociale. On avait parlé de ça dans un séminaire il y a aussi quelques années. Alors, si vous voulez, cette approche qu'on appelle ABDH en français, souvent qui s'est développée dans les secteurs du développement en logique classique nord-sud, qui n'est pas la nôtre, veut dire ici, on l'a traduit un peu autrement, approche basée sur les droits de l'homme en développement. Donc c'est l'homme qu'il faut développer, et pas seulement des sociétés, c'est chaque individu. Et on va distinguer donc très nettement ici l'approche uniquement basée sur les besoins et les transferts pour satisfaire les besoins, qui tend donc à supprimer des manques, à la différence d'une approche qui est basée sur les droits humains, qui renforce les capacités, les droits, les libertés et les responsabilités. Donc au lieu de lutter contre la pauvreté, pour faire bref, ce qui pour moi est un non-sens politique, de lutter contre la pauvreté, parce que vous avez une double négation. Et si vous avez une double négation, vous n'avez pas de contenu. Eh bien, on va lutter pour la richesse. Souvent, comme la richesse, on n'ose pas trop la définir, qu'on pense souvent aux sous, on n'est pas habitué à ça. Et c'est la même chose pour lutter contre la violence, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens non plus. Une politique répressive sur les violences qu'on a maintenant est nécessaire, évidemment, comme toute politique répressive, mais elle n'atteint certainement pas les capacités de paix. Et ces capacités de paix, vous allez les trouver dans les ressources culturelles, là, premièrement. Alors,
je dois d'abord vous dire un petit peu où on en est du point de vue des institutions actuelles et au niveau des droits. Pour très très brièvement, parce que ce serait long, expliquer dans cette première partie ou préambule quelle est la position des droits culturels dans le système général des droits de l'homme. Donc, je pars de l'idée que les droits de l'homme sont d'abord des normes politiques, qui prennent une inscription juridique, mais dont l'interprétation demande l'analyse de toutes les sciences sociales à dimension politique et des autres aussi. Donc toutes les disciplines qui ont un impact politique sont nécessaires pour définir l'objet des droits de l'homme et pour permettre de les réaliser. Alors je dis les choses un peu brutales comme ça pour aller droit à mon sujet, puis après dans la discussion, évidemment on pourra y revenir. Alors vous connaissez évidemment la bipartition entre droit civil et droit civil et politique d'une part, donc l'approche plus libérale, droit économique, sociaux et culturel, d'approche plus sociale. Le culturel étant mis de côté, pourquoi ? Parce qu'il paraissait soit pas assez important. Droit de participer à la vie culturelle, c'est beaucoup moins important que pas être torturé ou d'avoir faim ou de ne pas être soigné. Ou au contraire dangereux, parce que la culture, c'est les boîtes de Pandore, ça doit garder cette cohésion sociale. Et si on ouvre les libertés culturelles, eh bien, où allons-nous ? Donc on a, si vous voulez, une attaque de deux fronts sur les droits culturels qui ont fait qu'on a en général laissé ça de côté. Sauf dans les pays du bloc socialiste à l'époque, où vous pouviez aller au cinéma pour 1 rouble, ou à l'opéra aussi pour le même prix qu'un kilo de pain ou 1 litre de lait. Mais évidemment, c'était la culture autorisée. Dans le système actuel, officiellement des droits de l'homme, on déclare ces droits universels, indivisibles et interdépendants, mais ces principes sont largement occultés. Ça veut dire en gros que la plupart des États, et je ne dis pas malheureusement la plupart des États, mais aussi une grande partie de la doctrine, n'y croient pas. Mais officiellement, les résolutions des Nations Unies et dans tous les domaines, on a presque une litanie maintenant, les droits universels, indivisibles et interdépendants. Et pourquoi on n'y croit pas ? Parce que si on y croyait, ce serait efficace. Voilà. Beaucoup plus efficace. Mais on préfère garder les choses cloisonnées, ce qui permet à chaque État ou à chaque groupe de considérer quels sont les droits de l'homme qui sont les plus importants que d'autres. Et là, les droits culturels, ils vont passer à la trappe, hormis effectivement du côté des groupes autochtones ou du côté des minorités. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans les années 80. Et l'autre principe qui est aussi occulté, c'est que tous sont des droits, des libertés et des responsabilités. On a souvent estimé que les droits civils et politiques étaient essentiellement des droits liés à l'égalité et que les droits économiques, liés aux libertés, et que les droits économiques, sociaux, culturels étaient des droits liés à l'égalité, et les responsabilités apparaissaient après. Alors qu'en réalité, vous allez interpréter tous les droits comme étant l'accès à un seuil de capacité qui vous permet d'exercer vos libertés et vos responsabilités. Accès à un seuil de capacité qui vous permet d'exercer vos libertés, et vos capacités. Alors les droits culturels reconnus dans les deux pactes, comme vous savez, tout le monde sait un peu tout ça, je pense, ici, dans les deux pactes, sur les droits économiques, sociaux et culturels, le droit à l'éducation, article 26, et le droit... dans la déclaration des droits de l'homme, l'article 26, le droit à l'éducation, et l'article 27, le droit de participer à la vie culturelle. Si vous regardez quel est l'article 28 qui vient après, c'est celui de participer à un ordre politique tel que les droits de l'homme puissent être respectés. Donc vous avez ici un cursus, puisque si vous n'avez pas l'éducation, vous n'avez pas les valeurs culturelles. Si vous ne participez pas aux activités culturelles, vous ne pouvez pas participer non plus aux valeurs culturelles qui forment un contrat politique, qui forment une communauté politique.
Et dans les pactes, vous avez ces mêmes articles, 13 et 14 pour l'éducation, et puis l'article 15 pour le droit de participer à la vie culturelle. On ajoutera des droits culturels dans l'autre pacte, article 27, sur les droits des minorités, où là on va parler de droits linguistiques, de droits religieux, etc. Voilà, ça c'est la base classique, 1966-1976. Et petit à petit, les comités se développent. Quand les comités se développent, vous avez une quasi-jurisprudence qui le fait aussi, je vais y parler. C'est assez intéressant de dégager ça en termes... Je vais me mettre debout parce que moi, c'est pour moi, puis comme ça je vous vois mieux. Si ça c'est assez intéressant de développer ça en termes de sécurité. Parce que souvent, quand on parle de sécurité aux politiques, ils parlent de sécurité humaine, c'est les mines antipersonnelles, c'est la lutte antiterrorisme. Alors qu'évidemment, aujourd'hui, c'est quand même assez intéressant de parler de sécurité écologique, mais c'est aussi évidemment de sécurité économique, du travail, etc. Et sécurité culturelle, c'est plus difficile, ça fait un peu mal aux oreilles, parce que ça fait penser à purification ethnique, mais quand vous avez quelqu'un qui a été éduqué dans une logique extrêmement close, et qui est quasiment analphabète de tout ce qui n'est pas dans cette logique-là, eh bien, il est mis dans une situation de violence interne, de violence schizophrène. Pourquoi ? Parce qu'il est obligé, parce que c'est sa tradition, parce que c'est ses parents, parce que c'est tout ça, de dire oui, là est la vérité, mais il a quand même les yeux qui vont de chaque côté, et il voit bien que tous les autres ne doivent pas être complètement idiots. Donc il se met en situation extrêmement étroite et dangereuse. La sécurité culturelle, ici, je vais en parler, c'est une grande diversité de références de qualité. Alors, le grand changement, c'est 2001, changement de paradigme, date symbolique qui est l'adoption de la déclaration de l'UNESCO. Je pense que vous en avez aussi largement parlé, donc je ne m'étends pas. En gros, la diversité culturelle est un obstacle, maintenant elle est un patrimoine. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même drôlement important. Dans tous les domaines, que ce soit au domaine des droits de l'homme, l'universalité, on va la chercher dans la diversité des milieux culturels, que ce soit au niveau aussi d'une construction de démocratie. On travaille en Tunisie, on a déjà fait un colloque sur l'approche tunisienne de la démocratie, on va en faire un autre prochainement sur droits culturels et violences, pour voir comment on peut trouver dans les différents milieux culturels les ressources aptes à inventer un universel approprié. Mais vous le trouvez aussi en économie classique. Pourquoi ? Dans une doctrine la plus libérale, c'est la diversité des propriétaires qui fait la diversité des libertés et des responsabilités. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une approche libérale, grosso modo. On est dans une approche anarchique. L'approche libérale, elle est fondée classiquement, véritablement sur la diversité des acteurs et un entretien de cette diversité. J'ai participé à la rédaction de cette déclaration, notamment l'article 4 sur les droits de l'homme et l'article 5 sur les droits culturels. C'est la première fois qu'ils entraient comme ça globalement dans un texte. La convention qui est venue après a restreint la chose, puisque ce qui intéressait les États, c'était l'aspect financier, de développer une forme de protectionnisme sur les industries culturelles. Ici, donc, une des rares fois où l'UNESCO a été en tête de beaucoup de choses, et c'est pas méchant pour l'UNESCO, c'est les États qui n'en veulent pas plus. Mais bon, on espère que progressivement, la Convention élargira son interprétation et prendra plus l'espace de la déclaration qu'il a vu naître. J'ajoute ici, au niveau du Conseil de l'Europe, j'ai pu participer aussi au groupe de travail qui a permis la rédaction de la convention dite de Faro, donc convention cadre sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Là, on était beaucoup plus en avance qu'à l'UNESCO, parce qu'à l'UNESCO, vous avez les conventions de protection du patrimoine, classiques, comme partout. Après, on s'est dit, tiens, il y a aussi des paysages, donc on a des conventions techniques sur les conventions du patrimoine paysager. Et puis après, vous avez cette expression qui me fait mal aux oreilles tout le temps, qui est le patrimoine immatériel. Là encore, quand j'entends immatériel, je dis c'est une double négation. Si ça n'est pas matériel, qu'est-ce que c'est ? Ça ne me dit rien. Et pour nous, le culturel, c'est forcément le lien entre matière et esprit. Ça ne peut pas être autre chose. Voilà. Alors, on ne peut pas casser ce lien. Je vais y revenir. Tandis qu'ici, au Conseil de l'Europe, pour la première fois, on a déclaré non pas la protection du patrimoine,
mais la protection du droit des personnes au patrimoine. C'est-à-dire d'accéder, de participer, de contribuer au patrimoine. Et de même, je ne parlerai jamais du droit de la culture, parce que la culture, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe? Des hommes et des femmes qui vivent dans des milieux culturels, on peut appeler des écosystèmes culturels, qui sont bricolés. Donc, le dialogue des cultures, dans ce sens, n'a rigoureusement aucun sens. Amartya Sen dit on est tombé dans le piège de Huntington. On répond au choc des cultures par le dialogue des cultures. Mais je ne sais pas si vous avez vu deux cultures dialoguer, mais ça n'a strictement aucun sens. Alors, en 2007, on a effectivement fait notre deuxième version de la Déclaration des droits culturels. La première version, c'était un projet pour l'UNESCO, autrement dit, c'est resté dans les tiroirs. Mais pour nous, ça a été utile parce que ça a été un texte au sens d'un prétexte, mais pour nos recherches qu'on a menées sur plusieurs pays, notamment au Burkina Faso, on a énormément appris sur la notion d'observation, mais aussi dans bien d'autres pays. Et puis ensuite, grâce à la déclaration de l'UNESCO, on a beaucoup travaillé avec la francophonie aussi. La francophonie, avec le Canada, a pris un pôle important, la Suisse aussi, sur cette déclaration. Et donc, quand il y a eu le lien entre diversité culturelle et droits de l'homme, moi je leur ai dit, vous savez, l'interface obligée, c'est les droits culturels dans les droits de l'homme. Voilà. Et donc, du coup, on a trouvé des financements pour développer les recherches là. Et j'ai été un peu converti à la diversité culturelle parce qu'avant, je trouvais que c'était un langage très unesquien, très, très flou, très vague. Et puis eux, là-bas, j'espère qu'on les a un petit peu bousculés avec les droits culturels, une approche plus normative. Et du coup, on a bougé notre projet de texte et on s'est dit, on ne fait plus un projet, on fait un texte société civile, c'est-à-dire vous pouvez, sur le site, y adhérer personnellement et participer à un grand réseau d'observation. Il peut y avoir des villes qui adhèrent, différentes associations, mais on l'a fait avec véritablement tout ce qu'on trouvait comme dispositions juridiques dans les textes internationaux, mais en les rassemblant dans un seul texte. Donc ce n'est pas un texte complètement innovateur, si vous voulez, on n'a pas inventé des nouveaux droits de l'homme, on a déployé ce qui existait déjà, mais en les mettant ensemble, en faisant vraiment une logique de clarification, c'est ça une déclaration sur ce thème. On avait essayé avant des textes plus pointus, plus juridiques, mais on a vu qu'on ne pouvait pas brûler cette étape de déclaration. Et on l'a fait, on a travaillé avec beaucoup d'experts des Nations Unies, on l'a fait parrainer par eux, si bien que le texte maintenant traverse les Nations Unies. Il n'est pas officiel puisqu'il n'est pas adopté. Théoriquement, il pourrait l'être, mais évidemment, les États ne vont pas se bousculer pour ça. Et ça a donné lieu, si vous voulez, aux Nations Unies en 2009. C'était pour nous une grande année parce qu'il y a eu, vous savez que les comités qui ont la surveillance des pactes reçoivent les observations des États qui sont obligés de faire un rapport, tous les États partis, et ensuite le comité répond aux États, les États répondent au comité, tout ça est maintenant complètement public, les ONG participent, la société civile, et de temps en temps, les membres du comité rédigent une observation générale. Alors sur l'article 15, à part l'alinéa qui concerne les droits d'auteur, ça on s'en était occupé assez tôt, parce que c'est concret, n'est-ce pas? Mais le droit de participer à la vie culturelle, ce petit bout de phrase, comment l'interpréter? Ils n'avaient jamais le temps de traiter ça dans les 3 ou 4 semaines de réunion du comité au début. Ils parlaient d'éducation. Quand ils arrivaient à l'éducation, ils s'arrêtaient. Et donc, ils ont rédigé un processus qui a duré 4 ans, on a pu y participer aussi. Et l'essentiel de nos analyses se retrouve dans cette observation du comité. Donc c'était une forme de reconnaissance qui est importante. Et en même temps, on a aussi une plateforme d'ONG à Genève auprès du Haut-Commissariat et qui a pu participer à la négociation entre Cuba, qui voulait proposer la nomination d'un rapporteur spécial sur les identités culturelles, et le groupe dit occidental qui ne voulait absolument pas en entendre parler. Cuba ayant aux Nations Unies à l'époque la majorité automatique parce que tous les pays latino-américains, une bonne partie des pays africains, une bonne partie des pays asiatiques votent comme eux, ils sont assez extraordinaires.
Mais ce n'était pas à l'unanimité. Aux Nations Unies, il faut l'unanimité pour faire passer quelque chose qui est bien. Alors, quand on dit unanimité, ouais, avec des guillemets, hein, ça ne veut pas dire que c'est du consensus, mais c'est l'unanimité du compromis. Et donc, on a pu négocier, et l'approche qui était très relativiste, parce que Cuba, comme les Chinois, comme d'autres, voulaient dire bien, d'accord, les droits de l'homme, mais à notre mode, n'est-ce pas, et chacun l'interprète à sa façon, donc il ne s'agissait pas de ça. Donc, le rapporteur spécial, le mandat qui a été donné, était véritablement dans le domaine des droits culturels. Donc, c'est la première fois qu'on avait un rapporteur spécial. L'avantage du rapporteur spécial, c'est qu'il peut aller dans les pays, faire ce qu'il veut, faire ses rapports. Il est expert indépendant. Voilà. Et il y a eu donc 6 ans, et une nouvelle rapporteure a été nommée, et avec un travail excellent. Si ça vous intéresse, vous trouvez aussi les 8 rapports qui sont sur des thèmes tout à fait importants, qui sont faits dans un esprit de large consultation. Et progressivement, on peut dire que ces mandats ont pacifié une bonne partie de la question aux Nations Unies. Ce qui est déjà pas mal, parce qu'avant, tout le monde était crispé avec ce sujet-là. Bien, alors j'entre à partir de là, et je pourrais revenir sur des exemples au niveau politique si vous le souhaitez, j'aime beaucoup ce cercle des couleurs, d'Augusto Giacometti, qui est l'oncle du Giacometti que nous connaissons. Et je vais vous le montrer petit à petit pourquoi je prends ici cette peinture. Vous avez des cultures, mais qui sont ces sujets, qui sont ces objets. Et lorsque je vais parler de diversité culturelle, c'est pas à la mode française, hein, quand on dit les Français issus de la diversité. C'est véritablement l'expression la plus inculte qui soit. Mais on va parler de la première diversité culturelle, c'est la diversité des personnes. On est dans une approche personnaliste. Et chacun d'entre nous ici représente une grande diversité de savoirs, une grande diversité de références culturelles, de positions sociales, etc. Même si on pourrait supposer que vous n'étiez jamais sorti du quartier latin, et ça ne resterait pas moins vrai. Et puis ensuite, c'est donc la diversité des domaines ou la diversité des savoirs. Voilà. Et c'est complètement central de parler de la diversité des domaines, la diversité des savoirs, parce que si vous avez une femme marocaine qui parle avec une femme du nord de l'Espagne, et ben c'est pas le Maroc et l'Espagne qui parlent, c'est pas non plus l'islam ou le christianisme, c'est une femme marocaine qui a 3 enfants, qui est médecin, qui participe à un groupe musical et qui rencontre une autre femme qui a peut-être aussi 3 enfants, qui est peut-être aussi médecin, qui peut-être aussi participe à un groupe musical. Et donc à ce moment-là, ils auront beaucoup de points de contact qui peut-être pourront être plus importants pour eux que le fait d'être musulman ou chrétien, ou le fait d'être espagnol, si c'est espagnol, ou catalan, ou basque, ou d'être marocain, et là aussi de telle ou telle région. J'ai un ami qui est mauritanien, anthropologue, on travaille beaucoup en Mauritanie aussi, notamment sur l'esclavage, et quand il parle, je ris constamment, et lui aussi, tellement on est différents, mais en réalité, je suis plus proche de lui que de mes voisins directs à Fribourg. Donc, il s'agit de réfléchir et de travailler sur ce que c'est que la notion de pauvreté culturelle. Et on peut imaginer déjà, du point de vue logique, que la diversité va être un des ingrédients de la richesse culturelle. Ça ne suffira pas, mais il en faut. Et donc c'est intéressant de travailler sur la notion de pauvreté culturelle. Alors on n'aime pas trop, surtout dans des milieux sociologiques ou anthropologiques, la notion de pauvreté culturelle, parce qu'on dit au nom de quoi vous pouvez dire que quelqu'un est culturellement pauvre. Eh bien vous avez des gens qui sont analphabètes, des gens dont tout leur savoir sont méprisés, y compris le savoir de leurs parents, le savoir de leur territoire. Vous avez des gens ici qui ne connaissent pas plus que 3 ou 4 espèces d'arbres. Vous avez des gens qui n'ont aucune idée sur leur propre biologie, sur ce que c'est que leur corps. Vous avez des gens qui ont une langue, quelle qu'elle soit, qui est extrêmement pauvre. Hein. Donc avec une langue extrêmement pauvre, ça fait dire que vous avez une pauvreté d'expression. Une pauvreté d'expression, c'est une pauvreté de communication aussi avec vos enfants. Quand je dis une langue, ce n'est pas simplement la langue parlée, peut-être qu'il y en a
qui pourront avoir une autre expression de la danse ou du travail ou de la cuisine ou d'autres choses. Mais il y en a qui sont extrêmement pauvres dans tous les domaines, n'est-ce pas? Et il faut aller voir ça pour voir la gravité de cette pauvreté-là. Et ça donne un éclairage beaucoup plus grave aussi sur les différentes formes de pauvreté en général. Et donc quelqu'un qui est pauvre est aussi désœuvré. Désœuvré, j'aime bien cette expression, hein, parce que quand on peut participer à une œuvre, alors on peut communiquer, on peut rencontrer d'autres choses. Quelqu'un qui est désœuvré, vous voyez des gens qui sont désœuvrés et qui sont ainsi dans l'ennui et qui tournent sur eux-mêmes. Et donc à ce moment-là, ils n'ont plus cette référence digne. Alors pourquoi on a du mal? Donc je vais vite là-dessus. Vous connaissez la définition habituelle qui est donnée à l'UNESCO depuis 1982 et qui a été reprise avec quelques modifications mineures dans les textes que je viens de citer. La culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs. Donc, définition large, hein, qu'on dirait anthropologique, par exemple, par rapport à la définition qu'on trouve en politique et qui est beaucoup plus étroite, des politiques culturelles. En gros, c'est les beaux-arts et les patrimoines. Mais si vous avez une politique des beaux-arts et des patrimoines, eh bien, vous n'êtes pas dans la diversité culturelle directe, vous êtes plutôt dans une approche nationale et voire dans une approche élitiste. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, etc., qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, etc. Donc, on a un problème. Hein. On est obligé de prendre une approche large, mais on a quand même ici, en tout cas, un problème, c'est qu'on dit la culture tout court comme sujet. La culture, c'est un verbe. Si on parle d'agriculture, on dit la culture de quoi? Si on disait comme Cicéron la culture de l'esprit, on dit aussi la culture de quoi? Et si on dit la culture tout court, on dit quoi? Voilà. Et justement, on risque de faire à ce moment-là un amalgame. La culture, en fait, c'est un verbe. Hein? On cultive. On cultive, mais c'est en même temps le résultat. Je suis très aristotélicien, je pense que vous avez l'acte. Hein? Vous avez l'acte qui est là, c'est-à-dire à la fois le verbe et un résultat, puisque je peux considérer la culture de cette université en tant que système culturel avec les ressources qu'elle a. Mais en plus, donc, on a le sujet. Donc, on n'a ni sujet ni objet. Alors, dans notre texte, on a repris la définition large, mais on l'a rendue opérationnelle, si vous me passez l'expression. Parce qu'avec une définition large, si on est d'accord, qu'est-ce qu'on fait en politique avec une définition trop large? On ne peut rien faire. En politique, on est obligé d'avoir des secteurs avec des budgets, des projets, des lois, des contrôles, etc. Donc, le terme de culture recouvre les valeurs, donc à peu près la même chose, par lesquelles une personne ou un groupe exprime son humanité, les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Voilà. D'où l'idée que la première référence culturelle se trouve ici. Alors, je vais, après ce premier point, culture, je vais vous montrer une boucle. Je ne peux pas le faire en boucle, je le ferai ensuite. C'est-à-dire, quel est le cœur même ici des droits culturels comme tels, c'est-à-dire au niveau de la personne humaine, de sa dignité, c'est bien l'identité. Comme liberté, non seulement de défendre son identité, non seulement de dire moi je, mais liberté d'identifier. Et là aussi, on est déjà dans une logique relationnelle, puisque l'identité, par définition, c'est une relation. Et puis ensuite, je vous montrerai l'importance des références et enfin des œuvres, si je suis cette logique. Alors, en 2001, on avait publié dans la revue le truc sur l'identité. Je l'ai développé depuis, je vais le passer vite, juste pour que vous voyez un petit peu la logique sans m'y appuyer. Quand on parle des droits à la différence, c'est de nouveau quelque chose qui est hypostasié. La différence, c'est une relation. La différence n'a de sens que si on dit de quoi on est différent, par rapport à quoi. Et si vous cherchez, vous construisez votre identité, vous la faites par rapport à quoi? Vous la faites par rapport
au sexe, au genre, vous la faites par rapport à l'âge, vous la faites par rapport à la maternité, à la paternité, à la filiation, à la fraternité, vous la faites aussi par rapport au sable, par rapport à l'arbre, par rapport à la mer, par rapport aux pierres, etc., par rapport au sang, par rapport à la douleur, par rapport à la joie, bref, par rapport à des valeurs universelles. Mais vous la faites de façon particulière, donc en logique classique, évidemment, on va trouver le singulier. Donc une identité singulière, c'est bien une identité qui est sur fond universel, mais qu'on interprète soi. Et alors, vous voyez l'intérêt de cette approche, c'est que vous n'avez pas le choix des pôles. Les deux pôles sont nécessaires. Ça, mais vous pouvez mettre le curseur en liberté. Vous allez choisir. Et donc ça, c'est important parce qu'on ne se réfère pas à la nature humaine comme si elle était donnée, mais on se réfère à la condition humaine, puisque effectivement, on a ces valeurs à la fois universelles et particulières. Et en bonne logique, évidemment, on va trouver l'un et le multiple, puisque l'identité, ça peut être A égale A, mais c'est une tautologie, donc l'identité qui nous intéresse va englober une certaine diversité. Et si vous avez une identité qui est complètement sclérosée, comme ça j'en parlais tout à l'heure, ça ne va pas. Si vous êtes dans une logique simplement de patchwork, et que vous avez des fragments de ci, de ça, ça ne va pas non plus. Vous ne faites pas votre unité. D'où la notion de riche aussi. Donc j'avais essayé dans le texte de la déclaration de l'UNESCO de mettre la richesse culturelle, mais ils n'ont pas voulu ça. Parce que le terme n'est pas politiquement correct, en effet. Mais il serait bien qu'il le devienne. Et évidemment, on a la notion de personne-communauté, puisque je fais mon identité, mais je la fais par rapport à d'autres. Et en plus, une communauté va aussi faire une identité commune, qui n'est pas l'identité de tous ses membres, mais qui est cette partie de l'identité que des membres partagent, souhaitent partager. Et peu difficile de dire. Qu'est-ce qu'on a ici comme pôle synthétique entre ces deux termes dialectiques, Je vous propose de mettre le propre, au sens où je veux dire mon enfant. Si je dis mon enfant, ça ne veut pas dire que j'en fais ce que je veux, c'est plutôt le contraire. Quand ils étaient petits et qu'ils appelaient papa, c'est moi qui devais courir. Et donc, ce que j'ai, la même chose, si je dis mon ami, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois lui répondre. Mais ça veut dire aussi que mon identité ne s'arrête pas à ma peau. Et donc qu'elle a cette capacité d'avoir une identité beaucoup plus large. Je vais là aussi y revenir. Quatrième, évidemment, qui est plus facile à dire entre le passé et le futur. Le troisième terme est évident, mais qui veut dire qu'ici, nous sommes là avec notre passé présent. Et les mots que j'emploie sont des mots qui sont mémorisés, qui travaillent. J'ai beaucoup de visages, vous aussi, derrière les mots que j'emploie, que vous employez. Et donc j'ai ce passé que je présente en ce moment, comme je me présente avec mon corps, qui lui aussi est tout un passé qui est là, qui est déjà là. Mais en même temps, si nous sommes ici, c'est que nous avons aussi un futur qui est déjà là aussi. Et donc le présent qui est le nôtre maintenant, c'est un présent composé. Là, c'est pas de la bonne grammaire, j'en conviens, mais c'est un présent composé de passé déjà là et de futur déjà là, et dont l'extension de notre temps présent, c'est la richesse du passé et la richesse de notre futur. Quelqu'un qui est très pauvre, son passé, il n'y a pas accès, pour diverses raisons. Il en a honte, ou il ne le connaît pas. Il n'a pas le temps d'y penser. Quant à son futur non plus, puisqu'il doit vivre au jour le jour. Et tandis que ce présent-là, ce présent composé, qui est à la fois ce travail de présence que l'on fait maintenant, et c'est dans la capacité où je suis de rassembler ce temps, ces dimensions temporelles, que je peux avoir cette lucidité de présence et d'écoute, et ce présent que nous nous faisons maintenant, en partageant nos présences. Vous avez les trois sens du mot présent. Et vous voyez bien ce que ça peut être une identité très présente, comme une identité riche, comme une identité très singulière, comme une identité très propre. Et puis, j'ai ajouté, une fois qu'on parle du temps, on dit qu'on est tout proche de l'espace, on est tout proche, puis en même temps on est très différent. Donc vous avez aussi cette dialectique classique entre l'espace et les pas, et le territoire qui est un espace habité, avec un terme qu'on peut prendre ici, l'hospitalité.
Et notre identité, elle est hospitalière. Pourquoi? Parce qu'on a un dedans et un dehors. Et au niveau des droits culturels, on est complètement comme ça. Notre culture, c'est notre peau. Si quelqu'un vous touche, en surface toujours, puisqu'il vous touche sur la peau, soit pour vous caresser, soit pour vous frapper, il vous touche en surface et en même temps, il vous touche au cœur. Et donc, la langue que j'utilise, c'est la même chose. Elle est complètement superficielle, mais en même temps, je prends cette pelote de mots que j'ai en moi, j'essaye d'en faire un fil du discours. Vous prenez ce fil du discours, vous refaites votre propre pelote. Et le travail culturel va se faire ici, dans cette hospitalité intime. Quel est le contraire d'intime? Qui c'est qui peut me dire? Comment? Exposé. On pose là, on pourrait le dire. Pas évident, hein? Inter, exter. Intérieur, comparatif. Extérieur, comparatif aussi. Intimus, intime, superlatif. Ce qui est au plus dedans. En latin, vous avez extimus, le plus loin, le plus extérieur. Extime, ça veut dire quoi? On ne trouve pas beaucoup en français, j'ai trouvé 6 ou 7 occurrences. C'est Lacan qui utilise ça dans un séminaire. Tisseron le reprend de façon, à mon avis, un peu moins forte. Vous avez aussi François Julien qui, dans son éloge de l'intime, a un chapitre sur l'extime qui est discuté. Et voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est très fort en soi, qui est très intérieur. Et j'ai besoin, non pas de l'extérioriser, parce que il ne s'agit pas simplement d'extérioriser ce qu'on a en soi, parce que ça reste secret, ça reste profond. Donc j'ai besoin de le déposer dans une œuvre. Dans une œuvre, et seulement certaines personnes pourront se l'approprier, parce que ça correspondra à leur propre expérience. Extimiser dans ce sens, ça veut dire qu'il y a un trop-plein. Un trop-plein de douleur, qui peut être une douleur parce qu'on a vécu un traumatisme, ou une douleur parce qu'on a envie de comprendre, on veut savoir. Et pour savoir, on ne peut pas le garder en soi, il faut pouvoir l'écrire, il faut pouvoir le peindre, il faut pouvoir le danser, il faut pouvoir le chanter, il faut pouvoir bâtir une maison, il faut travailler son jardin, il faut inviter des amis à une cuisine un peu extraordinaire. Et à ce moment-là, vous avez cette intériorité qui demeure dans l'objet extérieur. Oui. Et donc, c'est très important puisque toutes ces références que je viens de dire sont des références qui sont à la fois externes à nous et qui sont internes. Alors voilà, j'ai pris ici, je parle de ça à propos de l'hospitalité. Vous avez encore la 6e, après je m'arrête, rassurez-vous, la 6e dialectique qui me paraît tout à fait passionnante, qui est rareté et abondance. Alors moi je travaille beaucoup en économie, j'enseigne en économie politique comme philosophe, et je fais pas mal le lien entre économie et culture. Et voilà, le savoir est à la fois extrêmement abondant, hein, mais nos capacités, nous, à saisir ces savoirs sont rares. Vous pouvez prendre l'information, vous avez l'information partout, n'est-ce pas? Elle est extrêmement abondante, mais ce qui est rare, c'est nos capacités de tri, de saisir, etc. Alors si on parle de la COP 21, on a plein de ressources qui sont en soi très abondantes, mais qui en même temps sont rares. Et quand je dis qu'est-ce que je vais faire demain, eh bien j'ai du temps. Il est assez libre, peut-être, s'il n'est pas complètement contraint déjà. Et en même temps, je sais qu'il est très rare parce que la journée de demain va passer comme un éclair, hein, comme toutes ces journées. Ouais. Et donc, dans mon identité, je vais travailler à faire des choix constamment. Combien de temps je passe avec mes enfants, comment je passe du temps avec mon travail, combien de temps je passe avec mes amis, etc. Et à chaque fois, on a ces choix-là à faire. Donc, vous voyez qu'avec cette sextuple dialectique, vous avez donc un avantage logique, c'est que vous avez encore une fois pas le choix des pôles, mais vous avez chaque fois un espace de liberté, un espace blanc, puisque
Hein. Vous avez un adolescent qui a la voiture, maintenant il a 19 ans. Hein. Papa, je veux rentrer à 2 heures du matin. Ah, avec la voiture. Ah, je fais quoi moi? J'ai dit oui, je dis non. Je peux dire les deux. Les deux sont légitimes en soi. Tu vas avec qui? Je gagne du temps. Hein. Tu vas faire quoi? Etc. etc. Et puis après, il faudra choisir autonomie, sécurité. Quoi, hein. Voilà. Et dans l'éducation, on est constamment, dès que l'enfant est tout petit, on a ce problème majeur. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus épuisant que d'être avec des enfants. Parce qu'on a toujours un problème moral, un problème métaphysique, un problème psychologique, un problème physique en même temps. Et de cette façon-là, on a cet espace de la conscience qui est donc un espace vide. Hein. Un espace vide qui est l'espace du jeu, comme on dira en physique, où précisément on doit choisir entre les pôles. D'où, voilà, je prends Paul Klee, on pourrait en prendre beaucoup d'autres, d'où l'expression d'identité culturelle comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Donc ici, c'est bien un ensemble de références culturelles qui sont des références choisies. Et donc la liberté est évidemment centrale. Je vous mets une citation ici d'Amartya Sen. Amartya Sen, dans ce petit opuscule qui est une série de ses conférences, il y en a beaucoup qui se répètent, mais bon, c'est intéressant quand même. Et un bon nombre de conflits et d'actes barbares sont alimentés par l'illusion d'une identité unique qui ne peut faire l'objet d'un choix. L'art de distiller la haine se cache bien souvent derrière le pouvoir quasi magique d'une identité prétendument dominante qui étouffe les autres possibilités d'affiliation et dont les dehors belliqueux inhibent les sentiments de bienveillance et de compassion que nous pourrions éprouver en temps normal. Donc on est ici, à mon avis, aux origines de la haine, hein, et donc aux origines de la violence. Si vous ne pouvez pas exercer cette liberté fondamentale dans sa diversité et dans sa qualité, vous vivez une souffrance intenable. Et donc il s'agit de libérer cette force qui est en soi, que cette force d'adhésion, qui est une force d'admiration, qui, si elle n'est pas nourrie, se bouscule sur elle-même, se recroqueville sur elle-même et devient quelque chose qui est pervers ou qui est infecté. Il faut que le sens circule. Si on empêche le sens de circuler, eh bien, il y a une violence qui est directe. D'où la diversité des tolérances, des références, et c'est mon deuxième point. Une diversité de références de qualité. Alors, des références qui sont, Amartya Sen parle des droits de l'homme aussi comme conducteurs de sens. Je trouve que ça comme on dit conducteur en électricité, hein, et ça passe assez bien ici. La connaissance d'une ressource culturelle. On ne parle pas assez de ressources culturelles, hein, mais c'est ça qui est concret. Vous avez une œuvre d'art, c'est une ressource culturelle. Une langue, c'est une ressource culturelle. Cette université, comme institution, c'est une ressource culturelle. Les savoirs que vous portez en vous sont vos ressources culturelles, etc. Et donc c'est cela qui est concret dans sa diversité. Et ces ressources sont de plus ou moins bonne qualité, bien entendu. Donc la connaissance d'une ressource culturelle est un savoir approprié. Alors je prends approprié dans les deux sens du mot. Approprié au sens logique, c'est-à-dire approprié à la situation, et approprié au sens actif, c'est moi qui me les suis appropriés. Savoir, donc, qui permettent l'accès à des œuvres, et ces savoirs, ces ressources culturelles, c'est toujours des savoirs, mais je prends savoir au sens tout à fait existentiel, le sapere latin, qui signifie goûter, qui donne aussi saveur. Quand un enfant qui ne connaissait pas son père, on lui apprend, il découvre qui est son père alors qu'il a 5 ans, qu'il a 6 ans, ou même avant ou après, et pour lui c'est un savoir qui va le bouleverser. Et vous pouvez, vous aussi, vous avez peut-être fait l'expérience une fois de façon complètement étonnante d'avoir été complètement bouleversé par un livre. Et si vous avez été complètement bouleversé par un livre, au sens où ça change quelque chose de votre vie, il y avait avant ou après, vous faites quoi ? Excusez-moi pour la question brutale.
Qu'est-ce que vous faites le jour où vous avez été complètement, mais vraiment, hein, bouleversé? Pas simplement, il me plaît ce bouquin, oui. On va en parler à tout le monde. À tout le monde. On va transmettre ça. À tout le monde. Si vous êtes ici, c'est vraiment bouleversé, c'est assez intime. Vous pouvez en parler à d'autres en disant oui, il est bien ce bouquin, je le recommande. Mais c'est pas ça que vous voulez dire. Vous avez besoin, vous êtes bouleversé. Si vous êtes bouleversé, vous vous demandez jusqu'à quel point c'est juste que vous soyez bouleversé, ou bien est-ce que vous avez pris un coup sur la tête. Vous en parlez à qui? Il faut en parler, c'est sûr. C'est une nécessité vitale à ce moment. Vous n'osez pas, hein? Là, vous allez prendre votre ami le plus proche, n'est-ce pas? Et vous lui dites, tu as 3 jours pour me lire ce livre, sinon je ne sais plus quoi parler avec toi, de quoi parler avec toi. Et à ce moment-là, vous arrivez à une connaissance par triangulation, c'est-à-dire que en parlant avec votre ami, ça peut être avec un film, ça peut être pour autre chose, bien entendu, en parlant avec votre ami, vous connaissez mieux le livre, vous connaissez mieux votre ami et vous connaissez mieux vous-même. Et donc à ce moment-là, le livre va être une référence culturelle, mais que vous allez partager avec votre ami, qui lui aussi est pour vous une référence culturelle, parce qu'il est porteur d'un certain nombre de savoirs. Les livres qu'il a lus, mais aussi tout ce que vous connaissez de son existence et du jugement que vous pouvez avoir à lui. Donc les références culturelles ne sont pas des simples composantes qui s'ajouteraient à des besoins dits primaires. Vous voyez ? Alors on a besoin de nourriture, on a besoin de culture, on a besoin de consommer de la culture et des choses d'aussi mauvais goût que cela qu'on entend. Elles sont porteuses du sens qui relie l'ensemble des activités humaines. Une activité culturelle, au sens de la déclaration de l'UNESCO de 2001, c'est une activité porteuse d'identité, de valeur et de sens. Je trouve que cette définition passe bien. Une activité porteuse d'identité, de valeur et de sens. Et d'où une définition, parmi d'autres, des droits culturels qui peuvent être interprétés comme des conducteurs de sens. Ils renforcent et relient les autres droits par leur lien à leur fondement commun, la dignité. Si vous voulez avoir une connaissance sur le corps humain, évidemment que ça impacte directement la conscience que l'on a de son propre corps, de la dignité de l'alimentation, de la dignité de l'amour, de la dignité du sommeil, de la dignité de la digestion. C'est important, on a une connaissance plus grande maintenant de tous ces éléments-là, et qui donne une estime beaucoup plus forte pour le corps dans son ensemble. Et si on n'a pas ce caractère très, très concret. Les droits culturels, c'est du matérialisme, dans ce sens-là. Parce qu'on est des animaux, et on a besoin, si tout à l'heure je vous disais que ma culture c'est ma peau, eh bien, j'ai besoin de toucher des pierres, j'ai besoin de toucher l'écorce des arbres, comme j'ai besoin de caresser d'autres personnes. Et le sens, la spiritualité est définie comme ne pas être simplement dans un espace-temps donné, mais pouvoir faire une promesse qui dépasse l'espace-temps, par exemple. Pouvoir être bouleversé par une statue grecque, des choses comme ça. Donc, spiritualité prise dans ce sens assez simple, eh bien, vous la trouvez dans l'expérience corporelle. Et c'est pour ça que je vous disais que la notion de patrimoine immatériel me chagrine complètement, parce que qu'est-ce que c'est votre puissance culturelle? Dans quelle mesure vous avez de la capacité culturelle? On peut le dire de plusieurs façons. Mais je pourrais dire c'est la capacité de toucher et d'être touché. Comme la capacité de choisir, mais aussi d'être choisi. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité de communication au sens profond, pas simplement quelqu'un qui parle bien, mais de communication au sens profond, où effectivement, si vous invitez quelqu'un à manger, ce repas aura du sens. Même si ce n'est pas gastro, hein, mais il aura du sens. De même que si vous l'invitez à une promenade en forêt ou je ne sais quoi, ça aura du sens. Voyez, et que votre parole aura du sens, etc., etc. Et que les petits services de la vie quotidienne auront aussi du sens. Une poignée de porte, ce n'est pas simplement une poignée de porte, ça a une esthétique, etc. Voyez, donc on a ces éléments qui font que les choses peuvent parler, les matières peuvent parler, parce qu'on est matière, parce qu'on parle avec les matières. Si on n'a pas de matière, eh bien on peut rien dire, on est muré. Alors ici,
c'est pas très joli comme schéma, vous m'excuserez, vous remettez le schéma identitaire très coloré que je vous ai donné tout à l'heure, et vous en mettez un autre, ici, d'une autre personne. Alors vous pouvez communiquer directement avec une référence. Pourquoi? Eh bien voilà, nous parlons maintenant ici la langue française, c'est bien pour nous un moyen et en même temps un espace de communication. Un moyen et un lieu, un support, mais un défi. Puisque précisément, c'est par la qualité de la langue que nous parlons que nous pouvons communiquer plus ou moins profondément, avec une diversité, et nous enrichir du vocabulaire ou de l'interprétation des autres. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, nous allons passer par une œuvre. Et la langue ici va être nécessaire. Puisque je vais passer par cette œuvre-là, quelqu'un qui découvre tout d'un coup un univers musical qu'il ne connaissait pas, non seulement ça lui fait plaisir, et c'est la première chose, une référence culturelle, ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Parce que ça développe de l'admiration. Et l'admiration, c'est notre force, c'est comme ça qu'on grandit. Mais en plus, ce bien, il l'éprouve avec d'autres. Et en rencontrant le goût pour telle ou telle musique, ou telle peinture, ou telle autre activité, eh bien, il rencontre d'autres personnes qui partagent ce goût aussi. Et donc, il découvre en même temps que non seulement il n'est pas tout seul, mais ça ne veut pas dire que simplement on est tous pareils, c'est pas seulement dans ce sens-là, mais il rencontre d'autres personnes qui partagent cette même référence culturelle, mais aussi avec sa propre diversité, et donc ils seront contents de partager leurs goûts musicaux, leur goût en peinture, leur goût en cuisine, leur goût en architecture, ou tout ce que vous voulez. Et donc à chaque fois, on a une référence appropriée, partagée. Et ce sont ces références qui font en réalité le tissu social. Pourquoi? Comment on constitue nos réseaux? On constitue nos réseaux en partageant des savoirs. Alors j'ai ajouté ici dialectique, mais je vais attendre un petit peu avant de le définir. Les multiples dimensions de l'identité demandent une variété de références et d'œuvres de qualité. Alors du lien au tissage, on parle de lien social, on parle de solidarité, on parle du vivre ensemble dans les politiques publiques souvent. C'est du vocabulaire qui est assez creux. Et je pense que c'est important de voir que les liens sociaux sont des savoirs qui sont incorporés. Je prends ici les trois étapes du capital culturel chez Bourdieu, puisque si vous prenez ici une ressource culturelle, c'est un savoir. Ce savoir, il peut être objectivé, c'est le livre. Il peut être incorporé, c'est le livre que vous avez lu. Et c'est votre savoir qui vous permet de lire le livre. Donc c'est bien ces références culturelles que vous avez mangées, c'est vos yeux qui sont marqués par les visages, par les paysages, par les peintures, par les photographies, les films que vous avez vus. Et c'est avec ces yeux-là que vous regardez aujourd'hui. Donc c'est bien du capital culturel incorporé, et capital au sens fort. C'est-à-dire que c'est votre richesse, c'est avec ça que vous avez appris à voir, et plus ou moins bien. Donc nous savons plus ou moins bien voir. Et nous avons besoin de croiser nos regards aussi quand nous nous promenons avec un ami quelque part. Et ça, c'est ce capital incorporé. Et puis le capital institutionnel, un petit peu plus compliqué, qu'on peut dire que Bourdieu l'interprétait comme essentiellement le diplôme, mais d'autres aussi. Et on peut parler de l'université aussi comme un capital institutionnel dont nous avons besoin. Et alors, c'est cela qui fait ces biens communs. À chaque fois, ce savoir, c'est un bien commun. La langue que nous parlons, c'est à la fois notre langue propre. Je m'exprime dans ma langue, dans mes langues, avec mes mots à moi. Et en même temps, c'est notre bien commun, puisque c'est là que nous rencontrons. Donc, nos libertés réelles d'adhérer ou de ne pas adhérer sont des libertés instruites. Je dis entre les libertés formelles et les libertés réelles, les libertés formelles des libéraux, les libertés réelles des mouvements socialistes entre guillemets, vous avez les libertés instruites. Les libertés instruites qui donnent leur contenu. Pour être libre de faire un choix, encore faut-il savoir de quoi il s'agit, tout simplement. Des libertés instruites de leurs responsabilités, mais instruites aussi des ressources culturelles qui sont à disposition.
Ici, vous êtes chacune une ressource culturelle extraordinaire. Si nous avions non pas une petite soirée, mais que nous avions 2 jours de séminaire à passer ensemble, on découvrirait beaucoup de ressources culturelles qui sont ici. Et ce serait sûrement intéressant d'imaginer qu'on passe plus que 2 jours, mais encore plus, avec une bonne cuisine de temps en temps et autre chose. Eh bien, à ce moment-là, il serait fort à parier qu'on a tous envie de savoir. Vous avez tous envie de savoir. Moi, je n'ai pas seulement envie de partager votre savoir, j'ai aussi envie de partager votre envie de savoir. Puisque dans le désir de savoir, il y a aussi cette force-là de dire avec quelle logique je veux apprendre. Qu'est-ce qui, pour moi, est plus important? Quelle est ma valorisation des savoirs? Oui. Et c'est ce partage ici de réciprocité asymétrique, parce qu'on est tous différents, on ne donne pas la même chose que ce qu'on reçoit, sinon ce ne serait pas intéressant. Et c'est cela qui va être l'essentiel de l'enrichissement. Et donc je parle volontiers de la qualité de l'étoffe du tissu social, savoir si chaque individu, si vous voulez, pour prendre une métaphore, chaque individu, chaque personne est un nœud dans le tissu social, mais il est aussi un tisserand de ce tissu social. Et donc, nœud et tisserand, quels sont vos liens? Est-ce que vos liens sont solides? Est-ce qu'ils sont colorés? Est-ce qu'ils sont forts? Comme on peut parler de la qualité d'une étoffe ou d'un tapis. Et pour faire ce tissage, nous avons aussi besoin de métiers à tisser. Je reste dans la métaphore. Une œuvre, c'est un métier à tisser. Voilà. La langue, c'est un métier à tisser. L'université, c'est un métier à tisser. Un musée, c'est un métier à tisser, l'œuvre d'un peintre, etc., etc. Alors, d'où la diversité des œuvres entre les personnes. Vous me dites si je déborde. Comment ça? Il faut que j'arrive au bout. La diversité des œuvres entre les personnes. Qu'est-ce qu'une œuvre culturelle? Voilà. Alors, je vous l'ai dit ici, une activité porteuse d'identité, de valeur et de sens. Alors, c'est important de dire qu'il n'y a pas l'œuvre culturelle spécifique. J'ai parlé de la cuisine tout à l'heure. Il y a la dimension culturelle de la cuisine. Et vous voyez bien que ce n'est pas une dimension secondaire. On ne mange pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, au cœur même de la cuisine, vous avez une dimension culturelle. Mais si je parle de la santé, vous verrez la même chose. La santé, ce n'est pas simplement prendre un médicament ou se faire subir une soustraction de temps en temps, mais c'est bien quoi? C'est avoir une conception de son corps, de son alimentation, de son milieu, et donc pouvoir gérer sa santé. Donc ça implique, et de pouvoir choisir des méthodes de soins, thérapie. On a quand même un choix assez important aujourd'hui, de pouvoir choisir le type de santé que l'on veut, comment. Donc ici, l'œuvre est un savoir porté par des hommes dans des choses, dans des institutions. Parlera. Alors, souvent dans les milieux culturels, quand on dit l'œuvre, c'est la chose très, très noble, très, très excellente, très nationale. Vous remarquez que j'ai combattu la chosification de la culture. Je peux combattre aussi la chosification de l'œuvre. L'œuvre va être simplement un résultat intermédiaire. On pourra parler d'ouvrage, si vous voulez. Le livre produit, c'est une œuvre, mais c'est une œuvre qui n'a d'intérêt que s'il est lu, et qui, s'il est partagé, et qui donne envie à d'autres d'écrire, de chanter, de jouer, de le mettre en théâtre ou en cinéma, ou etc., de le partager avec des amis. Donc c'est toujours un ouvrage à partager. Alors, ça, nous l'avons déjà dit. Donc, je synthétise maintenant cette idée-là. Un droit culturel implique un droit, une liberté, une responsabilité d'accéder et de participer aux ressources culturelles qui sont nécessaires à son processus d'identification. Encore une fois, identification pas seulement de soi-même, mais identification de ses amis, identification de ses paysages, identification de son enfance ou de l'enfance des autres, identification des valeurs que l'on veut ou que l'on ne veut pas, identification des valeurs religieuses que l'on veut ou que l'on ne veut pas et que l'on interprète d'une façon ou d'une autre, etc., etc. Donc il faut bien retrouver là aussi quel est le sujet, quels sont ces compléments. Donc un cheminement qui permet au sujet de vivre librement une riche identification, d'accéder et de participer à des œuvres culturelles, mais encore faut-il qu'elles existent. Vous avez des milieux qui culturellement sont extrêmement pauvres.
Madagascar, je rencontrais la dernière fois, pas à Madagascar, mais en France, le responsable départemental d'un festival du film. À Tananarive, ils n'ont pas une seule salle de cinéma, parce qu'il y avait 2 salles qui ont été vendues par l'État, et les seuls qui avaient l'argent pour les louer, c'est 2 églises évangélistes. Et du coup, il n'y a pas moyen de passer un film, alors que autrefois, c'était une activité culturelle très ordinaire. Il y a des villes de plus de 100 000 habitants en Tunisie qui n'ont pas de salle de cinéma non plus, pour des raisons que vous pouvez imaginer. Droit de choisir et d'acquérir la capacité personnelle d'approprier des références, c'est-à-dire les savoirs nécessaires à l'accès au savoir. C'est une façon de définir assez facilement une référence, un savoir qui permet d'accéder à d'autres savoirs. Ce qui vous donne le caractère vraiment dynamique de cette notion-là, et de jouir d'une réciprocité permettant d'interpréter. Et la troisième chose que je veux, dont je veux choisir de bouger, mais je vais la passer là, ici, mon tant pis, peu importe, c'est la communauté culturelle. Hein. En France, on n'aime pas la notion de communauté culturelle, mais si on n'a pas de communauté culturelle, on n'est rien. Hein. Une famille, c'est une communauté culturelle, sinon ce n'est pas une famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lieu où on fait cette expérience de la réciprocité des valeurs. Les références culturelles, on les reçoit. Il faut pouvoir les recevoir, il faut pouvoir les partager. Mais nous, on a chosifié ça, communauté culturelle, c'est communauté ethnique, ou des choses de ce genre. Alors que, en tant que philosophe, on peut participer à une communauté de savoir, une communauté épistémique, et qui, pour nous, peut être très importante dans notre vie. Oui. Et je peux appartenir à une communauté locale ou une communauté solidaire ou une communauté avec des amis en Afrique où on a du partage, et pour moi ça va être extrêmement important et ça va faire partie, mon identité grandit avec ça, se développe, je la partage avec d'autres. Et si on n'a pas cette expérience de communauté, on est des isolés. Hein. Mais l'État français, vous l'avez écrit, communautarien, donc il est allergique aux autres communautés. Mais ce n'est pas une raison pour tomber dans son piège. Alors je prends cette image que j'aime bien, un vieux monsieur qui va raconter sans doute un conte très classique, peut-être un mythe, à une petite fille. Dans un état normal, la petite fille est une naine par rapport à ce géant. Une naine en taille, une naine en âge, une naine en non-savoir par rapport à celui-là qui est savant. Et donc c'est très dangereux, l'accès au savoir, parce qu'on est constamment, systématiquement humilié. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est savant, il faut trouver une pédagogie. Alors ici, la pédagogie va passer par la marionnette, et vous voyez que la petite fille regarde la marionnette, et évidemment, elle a l'impression, c'est la magie du jeu, que c'est la marionnette qui parle et qui bouge, même si vous avez ce vieil homme qui fait parler son ventre, qui fait parler ses cordes vocales, qui fait parler toute sa mémoire et il amplifie sa voix, mais c'est la marionnette qui parle. Et la petite fille n'a pas rien, elle a aussi une marionnette dans sa main, et donc à ce moment-là, elle est quelque chose. Voyez. Pour moi, ça c'est une jolie image pour dire ce que c'est qu'une œuvre culturelle. Dans un langage moins politique, ça donne moins poétique. Ça donne ça, pas politique non plus. Vous avez l'intersubjectivité qui est là, n'est-ce pas? Et qui fait que ce n'est pas une intersubjectivité floue, ce n'est pas le sujet qui se dissout, c'est le sujet qui se partage dans une œuvre qui se fait par des gestes, par des choses et par des institutions. Voilà, j'en termine ici. Communauté culturelle, vous voyez ça. Joseph Resinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, a cette phrase qui est la plus révolutionnaire que je connaisse. L'action culturelle est effectivement primordiale, elle permet de poser la question de l'exclusion humaine d'une manière plus radicale que ne le fait l'accès au droit au logement, au travail, aux ressources ou à la santé. On pourrait penser que l'accès à ces autres droits devient inéluctable lorsque le droit à la culture est reconnu. Vous comprenez, pour finir, pourquoi on a un peu de mal avec les Nations Unies. Une fois, j'étais à Montréal, et puis il y a un Égyptien, ancien ambassadeur, qui maintenant est le chef des organes de traité, d'un ami, Ibrahim Salama, qui se lève et qui me dit « Je vous entends bien et je suis d'accord avec vous, mais comment je vais dire aux Nations Unies que quelqu'un qui est pauvre est riche ?» Et c'est bien ça l'enjeu. Quand on voit la misère, etc., on dit il faut apporter des ordinateurs, il faut apporter ici du blé, il faut apporter des choses comme ça.
Mais l'homme pauvre est quelqu'un dont les droits sont violés. Et premièrement, les capacités qui lui servent à acquérir les autres capacités, autrement dit ses propres savoirs, et les savoirs qu'il doit pouvoir acquérir. Et donc si vous ne mettez pas le doigt là-dessus, vous êtes sûr que la pauvreté, c'est elle qui va être durable, et qui est durable. La même chose pour les violences. On ne sait pas arrêter une guerre aujourd'hui. Et mais à l'inverse, ça c'est la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que si on met le doigt là-dessus, on met le doigt sur l'effet de levier et sur les ressources. Voilà, j'en termine là. Je vous mets juste ici un petit peu les articles de la déclaration. Vous avez ici un panier de 8 droits culturels qui sont dans ces 5 articles qu'on pourrait découper autrement. Enfin, une déclaration, c'est toujours une construction et qui pourrait être améliorée, qui pourrait être définie autrement dans un autre contexte culturel. Ce qui compte, c'est qu'on y retrouve tout ce qui est important. Voilà. Donc on déploie ici la notion de droit culturel dans ce panier. Merci, bravo. Merci. C'est très beau. J'ai deux questions, on va échanger, on a du temps encore, ça va bien. J'ai 2 questions en fait, une pour comprendre et puis une vraie question. La question pour comprendre, c'est dans votre point de départ, je ne sais pas, 3 minutes, 4 minutes après le début, vous avez eu une charge assez vive que je n'ai pas bien compris parce que dans la fin, au contraire, il m'a semblé que vous réintroduisez quelque chose que vous aviez exclu au départ. Vous avez eu une charge assez vive contre, par exemple, l'idée de lutter contre la pauvreté culturelle, de lutter contre la violence. Vous avez dit que ça n'avait pas de sens pour le premier et pas de sens non plus pour le deuxième. Ça c'est pas un problème. C'est juste que je ne comprends pas, dans ce cas-là, pourquoi la suite de votre intervention, qui était très élégamment construite, fait expressément référence à la violence comme à quelque chose qu'il faut combattre, à la pauvreté que vous avez définie, enfin on redéfinit beaucoup la pauvreté aujourd'hui, mais c'est de façon très intéressante. Donc je ne comprends pas bien pourquoi cette charge, qu'est-ce qu'elle visait en fait, parce que si vous voulez, ma difficulté, ça va être lié à ma deuxième question juste après, c'est il est extrêmement difficile de dire ce qu'on entend quand on dit qu'on veut viser l'absence de violence ou viser l'absence de pauvreté, donc la richesse. C'est extrêmement difficile de mettre un sens sous ces mots-là. Alors que si on dit qu'on part de la violence, des violences, même chose pour la dignité, ça va être le sens de ma deuxième question, si on dit qu'on part des indignités, je peux me figurer quelque chose dessous. De même, si on dit qu'on part des violences, je peux me figurer quelque chose dessous. Si on dit, vous voyez, je n'ai pas bien compris cette volonté de partir d'un objectif positif, au fond, beaucoup plus difficile à identifier, à cerner, à communiquer, à faire partager, que de dire nous serons d'accord pour lutter contre les violences, les indignités, etc. Donc je dirais exactement le contraire. Alors ça se relie à ma deuxième question dans ce cas-là. Si vous prenez la voie positive, ce qui est tout à fait possible, je veux dire, je n'ai rien a priori réservé là-dessus, c'est juste que je voudrais savoir pourquoi vous le dites de façon vive comme ça. Concernant la dignité, alors j'ai noté dans vos publications que j'avais aussi, il y a beaucoup d'occurrences à la dignité humaine, etc., qui reviennent extrêmement fréquemment. On le voyait au tableau. Je pense que ça fait très longtemps que ce tableau n'a pas accueilli autant d'occurrences du terme dignité, qui est en général assez déconstruit par nos chers collègues philosophes, comme vous le savez, comme étant aussi bien que moi, qui aurait plutôt tendance à en faire un usage, mais que je restreins parce que le terme est discuté pour une série de raisons. Donc je suis étonné par le fait que, vous avez sûrement une bonne raison pour cela, qu'à aucun moment vous n'ayez proposé un éventuel équivalent ou une éventuelle définition, et dans les 2 versions que j'avais de la déclaration, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, vous utilisez aussi le terme sans lui donner des équivalents éventuellement évolutifs, selon une argumentation. Je ne demande pas une définition une fois pour toutes, si vous voulez. Mais que vise-t-on par ce terme complexe, surdéterminé? Par exemple, les philosophes
chez les philosophes. Ça peut être Aristote, ça peut être Kant, si on prend deux modèles. Ça peut être aujourd'hui Martha Nussbaum, qui est plutôt aristotélicienne, etc. Donc, quel est le concept ou les concepts de dignité que vous utilisez pour vous y référer comme à une espèce de boussole dont je ne suis pas sûr que... Enfin, beaucoup nous diraient qu'elle va nous perdre, cette boussole, qu'elle va nous égarer, parce qu'on ne sait pas ce qu'on met là-dessus. Alors que si on dit partir des indignités, je crois qu'on peut voir. Donc je ferai plutôt référence aux indignités qu'à la dignité, mais ce n'est pas votre cas. Donc voilà mes deux questions qui convergent. Oui, merci. Oui, c'est mon cas aussi. Mais vous avez bien raison, on est dans le paradoxe, c'est tout à fait intéressant. En langue poulard, on travaille sur 17 langues différentes pour revoir les droits de l'homme dans différentes langues. En langue poulard, la dignité se dit la capacité d'éprouver la honte. Ça m'a beaucoup impressionné et on a travaillé là-dessus. Et donc je vous rejoins là-dessus en disant, au niveau de l'analyse, on va partir avec une démarche, enfin c'est comme ça que je le fais moi, une démarche inductive, où on va construire la notion de dignité comme référence à l'ensemble des droits de l'homme. On ne part pas d'une notion de dignité qui serait a priori, si vous voulez, comme ça. On va la construire avec effectivement les expériences de violence, de pauvreté et d'une façon générale de violation de chacun des droits. Voilà. Un droit de l'homme étant défini par rapport aux autres droits comme un droit qui met directement en jeu la dignité. Voilà. Alors la dignité ici va s'exprimer en termes de liberté de choix, en termes de reconnaissance de cette liberté de choix fondée en raison, donc c'est très classique, mais avec l'idée que chacun a au cœur de lui-même cette capacité de choix pour autant qu'on la lui reconnaisse, et la lui reconnaître, ça veut dire aussi qu'on lui donne les moyens, les instruments de la développer. Donc ce n'est pas une dignité qui serait simplement métaphysique ou supposée comme un a priori formel, qu'on peut faire aussi, ça ne me dérange pas, mais c'est plutôt une dignité qu'on développe, mais qu'on va effectivement supposer en chacun. Pour prendre un exemple, vous avez un instituteur qui a des enfants au fond de sa classe qui sont franchement mauvais, qui chahutent un peu aussi. Alors l'instituteur, il peut se dire, ceux-là, c'est des cancres, moi, j'ai pas le temps et je vais travailler pour les meilleurs. Et puis, il aura son salaire à la fin du mois normalement, s'il arrive à maintenir sa discipline. Mais s'il prend à cœur sa mission, et ça veut dire qu'il interprète son droit au travail, sa responsabilité au travail de façon plus digne, c'est-à-dire aussi de façon bénévole, il va passer quelques heures supplémentaires et quelques sueurs froides et quelques angoisses pour essayer de voir ces enfants-là, de voir peut-être leur famille, de trouver une autre méthode, etc. etc. Vous voyez ? Donc pourquoi ? Parce qu'il suppose que ces enfants qui ont l'air idiots sont intelligents, mais il n'a pas réussi à trouver leur intelligence. Voilà. Donc, oui. Parce que j'étais très attentif. Il se trouve que la personne interposée, je participe à une réflexion sur cette notion d'unité. Donc, chaque fois que vous l'utilisiez, ça a déclenché un petit signal. Et alors, à un certain moment, il y a eu une expression qui m'a beaucoup intéressée parce que chaque mot me convient. Mais l'ensemble, je ne sais pas, sans interrogation, c'était référence identitaire digne. Oui. Alors, je n'ai pas traduit, je vais reprendre la troisième question. Je vais mettre référence culturelle de qualité. Je voulais le définir après, j'ai pas. Mais ça va aller avec ça. Alors, pour continuer sur cette approche par voie négative, je travaille avec des amis rwandais qui ont été témoins du génocide. Et je vois, comme Primo Levi et d'autres, après le génocide nazi, que ceux qui ont été vraiment au fond du trou, d'abord, ils ne sont pas revenus, et ceux qui ont été vraiment tout au bord, ils ne pouvaient pas témoigner. Donc il fallait être à 1 degré au-dessus pour pouvoir témoigner. Et ces gens qui ont témoigné, leur témoignage est extrêmement pénible, et donc il n'est pas partagé. On a des photos, on a des récits qui sont totalement insupportables. Et pourtant, ils doivent le partager parce que dans le fond du crime, si j'ose prendre cette expression-là, vous avez alors une indignité, on peut dire ça comme ça, et qui est absolument effarante, mais en même temps,
vous avez des gens qui ont été des héros, des savants dans le sens concret. Ouais, une femme que je connais qui a perdu tous ses parents, qui trouve une vieille femme qui a perdu tous ses enfants et petits-enfants, qui lui dit maintenant tu seras ma mère. Et donc il y a une résilience qui se fait là aussi. Et donc il faut porter cette analyse. Et on ne peut pas arrêter de travailler sur les génocides, comme on ne peut pas arrêter de travailler sur les guerres, comme on ne peut pas arrêter de travailler sur les violences intrafamiliales. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a un savoir déchiré, et ce savoir souffrant est pour nous tout à fait essentiel. Voilà. Donc j'irais pour dire on avance sur la notion de dignité, effectivement, en voie négative. Mais maintenant, pour l'autre pan de la question, quand je suis dans l'action politique au sens large et noble, hein, ça peut être dans l'économie, ça peut être je ne sais pas quoi. Alors à ce moment-là, je dis, lutter contre la pauvreté, ça n'a pas de sens parce que je suppose que je sais ce que c'est que la pauvreté, qui est l'absence de ceci, de cela, de cela et de cela. Et donc à ce moment-là, rappelez-vous, première approche, on va penser qu'on peut faire un transfert de biens pour satisfaire des besoins. Mais ces gens qui sont en situation de pauvreté, ce n'est pas des gens qui n'ont rien, c'est des gens dont les droits sont violés, dont les capacités ont été méconnues, hein, et parfois détruites. Ils peuvent avoir le droit de choisir leur propre richesse, leur propre style de développement, leur propre santé, leur propre forme d'alimentation. Alors quand on dit qu'on lutte contre la pauvreté, nous on pense qu'on est riche et qu'eux sont pauvres, donc on a cette approche de transfert, mais qu'on n'est quand même pas des poires, passez-moi l'expression, donc on va leur transférer qu'une petite partie, et la pauvreté, elle va continuer à durer, et ce qu'on transfère ne correspond pas forcément à leurs besoins. Et pour lutter contre la violence, c'est la même chose. Vous avez entendu, après les événements récents à Paris, parce que c'est ceux-là qu'on connaît le plus, mais il y en a dans bien des parties du monde, eh bien, y compris des gens très comment dire, on veut défendre les valeurs françaises, sur un site qui me dit c'est Cloporte, c'est scélérats, c'est je ne sais plus quoi, qui ont porté des bombes. Et, vous voyez, et je lui ai répondu, mais c'est comme ça qu'au Rwanda, on traitait les gens qu'on voulait exterminer. Hein. Et ça veut dire qu'il y a le piège de croire que, en luttant contre la violence, finalement, on lutte contre les violents. Alors que, en luttant contre la violence, on est obligé ici d'avoir une contre-violence. Et par définition, la contre-violence est pire que la violence. Hein. Donc il faut arriver à trouver quelle est la source de paix. Non pas lutter contre la violence comme telle, puisque la violence est un épiphénomène. Mais alors on va réprimer pour que, évidemment... se mettre des gens en prison si c'est nécessaire pour empêcher de nuire. Mais au niveau de la prévention, on va réprimer aussi les gens qui sèment la haine. Mais au niveau des sources même, il faut aller chercher les sources de paix. Et les sources de paix, il y a évidemment des notions de justice générale, de droit au travail et des choses comme ça. Mais fondamentalement, vous avez de l'accès au savoir, la reconnaissance des savoirs et du partage. À mon sens, jusqu'à présent, c'est la première ressource de paix. Donc, je pense que les deux dynamiques sont valables dans les logiques différentes. Dans la logique de l'action, en politique, on doit tous savoir qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Et on est bien obligé de s'en rendre compte, puisque la pauvreté est toujours là, la violence elle est toujours là. Hein. Alors les gens qui ont des recettes pour avancer, il ferait mieux de se taire, d'écouter, d'observer davantage et d'aller récolter les savoirs de ceux qui sont en souffrance. Voilà. Ça, c'est sur l'idée-là. Sur les références de qualité, une référence de qualité, je n'ai pas eu le temps, ce n'était pas bien présenté dans mon affaire. Et je suis très, très marqué par Gaston Bachelard pour vous donner quelques exemples. Et si je prends une maison, est-ce qu'une maison est une ressource culturelle, une référence culturelle de qualité ? Je dirais oui, dans la mesure où elle est à la fois ouverte et fermée. Hein ? C'est une des définitions de l'architecture, interpénétration des espaces internes et externes. Si elle est à la fois lumineuse et sombre, donc elle joue sur les couleurs, si elle me permet de vivre de la mémoire et aussi mes projets,
si elle me permet l'aspect refuge, mais aussi l'aspect hospitalité. Bref, vous allez trouver dans la maison ces différentes références que je vous ai données dans ce schéma, des références avec lesquelles on construit son identité. Autrement dit, une référence de qualité est une référence qui vous donne des contrastes, en référence, comme diraient les linguistes, contrastive, c'est-à-dire qui montre l'importance des contrastes. Comme vous aimez la montagne parce qu'elle est à la fois haute et à la fois diverse, elle change tout le temps. La même chose le ciel, la mer, le sable, etc. La même chose des animaux qui peuvent être à la fois doux et agressifs, l'eau, enfin bref, tous ces éléments centraux. Et donc une référence de qualité est une référence qui permet l'interprétation. Et à ce moment-là, on peut dire qu'elle est digne. Pourquoi ? Parce qu'elle considère que l'homme qui découvre la musique, l'homme, la femme qui découvre la musique, qui découvre la religion, qui découvre la peinture, qui découvre la pédagogie, eh bien, il ne rentre pas dans un moule, mais il trouve un nouvel espace, non seulement de communication et de partage, mais un espace de débat, et un espace qui va nourrir son besoin de contraste. Oui ? Parce que pour être plus libre, il faut avoir, comme dit Bachar, l'expérience du dur et l'expérience du mou. Ouais, et les deux, on en a besoin. Comme il faut avoir l'expérience de la parole susurrée tout doucement et de la parole qui explose et qui crie. Hein. Et donc une référence de qualité dans ce sens-là, une référence qui développe cette capacité de liberté, on pourrait dire cet espace de liberté, et qui comprend que si on n'est pas d'accord, c'est pas parce qu'on est ennemi, c'est au contraire parce qu'on est ami et qu'on pense que l'essentiel des valeurs vont se trouver dans la contradiction. Autrement dit, dans cette dialectique, dans cette technique du dialogal. Et je pense si la dignité et cette capacité de choix libre, cette capacité de reconnaître ce choix dans les autres et cette capacité de répondre de ces choix pour soi et pour les autres, alors à ce moment-là, une référence est digne dans la mesure où elle m'ouvre ce choix. Alors au niveau religieux, c'est évident, n'est-ce pas ? Une religion vous enferme quand elle vous donne un dogme et puis c'est comme ça. Mais au cœur de l'islam, par exemple, vous avez l'interprétation. N'est-ce pas ? Mais les musulmans violents n'ont rien de musulman. Dans ce sens-là. Je suis un peu rapide là. Mais... Merci. Je maintiens, mais on n'aura pas le temps, il faut que je donne la parole à la salle, mais que on a tout de suite plus de sens si on parle de l'indigne que du digne. Pour une raison très très simple, il y a un mot qu'on n'a pas... Je pense qu'on l'a prononcé une fois, mais ça aurait pu être plus, c'est pas une question d'occurrence. Quand on parle de l'indigne, on a évidemment immédiatement l'indignation, on tombe sur la question de l'indignation. Et l'indignation, ça s'éprouve, donc on a un sol assez ferme. On ne confond pas l'indignation avec un autre sentiment. C'était très sensible ce que vous avez dit sur la montre, par exemple, qui était très clair par rapport à ce que vous définissiez par rapport à... Oui, non, je suis bien d'accord. Voilà. Mais là aussi, c'est-à-dire, si vous partez du digne, vous avez évidemment l'indignation. L'indignation, c'est ce qu'on sait. Si vous partez du digne, qu'est-ce que vous avez substantivement derrière? Vous avez quoi? L'admiration? Mais je ne suis pas parti du digne, je le construis, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça ne peut pas partir de l'indigne. Oui, je peux partir de l'indigne. Alors, de fait, avec l'exemple que je vous ai donné du Rwanda, de l'analyse qu'on fait, c'est exactement ce qu'on veut faire. Ça vous aura toujours plus de consensus, alors que si vous partez du positif, ça se discute. J'aurais pas de consensus sur le terrain, hein. Même simplement entre nous dans une discussion scientifique, etc. Oui, tout à fait. Parce que, je veux dire, nous connaissons tous, tout le monde connaît 3-4 concepts de la dignité qui se battent jusqu'au dernier, si je puis dire. Donc, est-ce qu'il y a une question, une remarque, une observation? Une critique. Une critique. Une remarque, pas critique. Une remarque laudative ou critique, ou une observation. Moi j'en ai quelques-unes, j'en pose au moins une. Alors votre approche du droit culturel, elle est très clairement fondée sur les notions de liberté et de droit, hein. Il n'y a aucune équivoque possible, mais j'aimerais savoir pourquoi vous la qualifiez de personnaliste plutôt que de libérale. Si je reformule, en quoi est-ce qu'une défense personnaliste des droits culturels, vous avez fait référence à la notion de personnaliste plusieurs fois au cours de votre conférence, en quoi est-ce qu'une défense personnaliste des droits culturels se distingue d'une défense libérale des droits culturels? Je pourrais dire libérale puisqu'on est pour les libertés. Mais liberté de tous, liberté pour tous, y compris des plus pauvres. Alors libéral dans ce sens, ça me convient bien. Personnaliste, ça veut dire que on va refuser les leurs. La culture, c'est un leurre. Vous avez le dialogue des cultures. Oui. Et donc, on va tout centrer sur les personnes. Voilà.
il n'y a rien au-dessus des personnes. C'est ça l'idée. Par contre, il y a beaucoup de choses entre les personnes. Voilà. Et donc, dans le langage politique, vous avez souvent, on va parler de la liberté, on va parler de la France, on va parler, ouais, et vous avez beaucoup de mots qui sonnent creux, évidemment, là-dedans. Mais dans les autres domaines, on va dire que quelqu'un, un ouvrier, est dans l'entreprise. Où je suis dans la famille, je dis non, moi je porte mon entreprise, je porte mon université, alors un petit bout seulement, on est d'accord, mais quand même. Et si je suis dans une entreprise, je l'ai oui, donc l'œuvre est dans les hommes, il n'y a rien au-dessus des hommes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. C'est pas personnaliste forcément aux références à Emmanuel Mounier ou des choses comme ça. C'est pour. Oui, non, c'est pas dire. Je peux prendre le mot individualisme aussi, okay. Mais à ce moment-là, il faut le déconstruire un petit peu en disant que c'est pas simplement l'individu tout seul, c'est ce nœud social, mais au sens où le mot individu, je l'accepte bien volontiers aussi parce que c'est dur d'être un individu. C'est pas facile de se rassembler pour répondre aux autres, à soi-même et aux autres. Donc je pourrais dire un individualisme, mais qui va se compenser par une dimension, donc un individualisme du sujet, absolument radical, c'est l'aspect révolutionnaire des droits de l'homme, mais qui doit être compensé ou équilibré par une approche sociale de l'objet, du droit. Et sur l'objet du droit, vous n'avez pas beaucoup de réflexion. Si vous avez des références, je suis preneur. Notre... Oui. J'ai une question, c'est par rapport à une toute petite remarque que vous avez faite tout à l'heure en parlant de pédagogie. Et donc vous disiez que dans la transmission d'un savoir, si j'ai bien suivi, il y avait quelque chose d'assez humiliant dans le sens où effectivement il y a le rapport donc, entre cette petite fille qui semble naine et cette personne qui lui transmet le savoir qui est un géant. Et de fait, quand le savoir n'est pas forcément transmis avec une bonne pédagogie, c'est vrai que ça peut sembler humiliant. Cependant, je pense que même au-delà de la pédagogie, le simple fait de transmettre un savoir, ça suppose qu'on reconnaisse à l'autre la capacité de recevoir. Et donc en cela, je ne suis pas sûr que ce soit fondamentalement humiliant. C'est plutôt le risque. Hein. Mais quand vous devez écrire un texte, vous êtes quand même humilié. Parce que quand vous commencez à écrire, vous dites, moi, qu'est-ce que je suis idiot, je fais un brouillon, n'est-ce pas ? Et c'est par expérience que vous savez que c'est en brouillonnant, que petit à petit, vous pouvez avoir un texte plus solide. Donc l'enfant qui apprend à dessiner ou à écrire, il peut être facilement humilié si on lui dit que son texte ne vaut rien. Alors, bien sûr que c'est une question de pédagogie. Mais il ne suffit pas de dire qu'on va avoir une pédagogie douce et que ça va marcher. Pourquoi ? Parce que l'épreuve de l'inconnaissance, c'est quand même une épreuve difficile. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour la notion de discipline. Hein. Pour devenir libre, il faut maîtriser des disciplines. Voilà, c'est ça, les libertés culturelles. Et donc, une discipline, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dur, mais c'est ça aussi. Mais c'est aussi, on a une relation de maître à disciple. Au sens là, hein. Ça ne veut pas dire qu'on est dépendant d'un maître, on va en choisir, n'est-ce pas ? Voilà. Et qu'à ce moment-là, on peut faire l'expérience de cette réciprocité asymétrique, et effectivement que le maître, ici, va transmettre, en même temps qu'il transmet son savoir, je dirais, pour jouer un peu sur les mots, il transmet sa saveur, c'est-à-dire que le disciple qui sait qu'il ne sait pas grand-chose par rapport à celui-là, quand il est tout au début, donc il ne sait pas encore jusqu'où il va pouvoir aller, et il peut tout à fait avoir de gros doutes, n'est-ce pas, sur ses capacités. Une fois qu'il a déjà fait tout un parcours, ça va mieux, parce qu'il sait qu'il est au milieu de l'escalier, donc chaque marche peut lui permettre de monter, sans faire un effort colossal de monter 4 marches à la fois. Mais il a besoin que le maître lui transmette sa saveur avec le savoir, c'est-à-dire le goût d'apprendre, quoi. Et on le voit bien, en fait, la pédagogie, c'est ça, c'est de partager le goût d'apprendre, donc le plaisir du savoir. Voilà. Mais c'est pas simple pour nous non plus, parce qu'il y a des savoirs qui vont bien, mais quand je parlais tout à l'heure du savoir de la souffrance, on travaille avec 9 départements français pour faire l'analyse des politiques publiques au regard des droits culturels.
Et là, vous avez des travailleurs sociaux qui sont en grande crise, comme vous savez, et qui sont dans cette situation où ils reçoivent ce qu'ils appellent une file de guichet, avec des personnes qui viennent, ils vont distribuer 300 € ici, 300 € là, les faire rentrer dans un dispositif qui leur vient du niveau national ou pas. Et donc, normalement, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Pouvoir faire remonter cette souffrance. Mais cette souffrance-là, s'ils la font remonter dans l'institution, qu'est-ce qui se passe? L'institution ne peut pas la reconnaître. Parce que si on voit qu'il y a des endroits où il y a un tel chômage, où il y a un tel problème de toutes sortes, ça veut dire que l'institution a échoué, quoi. Oui. Et donc le travailleur social, qui est normalement un intermédiaire, un médiateur culturel dans ce domaine des savoirs souffrants, qui doit faire... Non seulement il doit y répondre en première ligne, mais il doit aussi se demander pourquoi l'institution n'a pas... L'institution, je dis ça comme ça, hein, c'est pas le seul acteur. Mais que l'institution n'a pas été elle-même capable de faire bouger les autres acteurs pour éviter que ce chômage ou d'autres situations se développent, eh bien, ce travailleur social en reprend de nouveau plein la figure, cette fois-ci par ses supérieurs, voire par ses collègues. Oui. Donc ce savoir souffrant, allez le chercher. C'est pas du tout facile. Hein. Or, c'est celui-là qui est le plus précieux. On va essayer, il nous reste un petit quart d'heure, tout petit quart d'heure. Question brève, réponse brève. Des deux côtés. Je vais essayer. Moi, c'est facile de m'allumer, c'est plus difficile de m'éteindre. C'est une petite question, ça. Je n'aime pas le terme occidental, mais ça fait rien. Pour moi, c'est un amalgame. Et toutes les technologies sont dangereuses, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Et donc, une technologie, elle doit être appropriée aussi. Une technologie, c'est une ressource culturelle. Et donc, on va approprier les technologies au mode d'agriculture, comme au mode de médecine, comme aux questions liées au transhumanisme, ou des questions de ce type. Tout est dangereux. Un savoir est dangereux par définition. C'est pour ça qu'il doit être aussi source de paix, mais à condition de le chercher dans ces valeurs-là. Un savoir est dangereux quand il est... Ouais, il détruit sa propre complexité, il détruit sa propre systémique. Ouais. Une autre question? Remarque? Critique? C'est difficile d'être bref, mais est-ce qu'il n'y a pas une dose de perfectionnisme moral dans votre approche? Si je songe à votre affirmation... si je n'avais pas fait celle-là encore. C'est vrai? Je songe à votre affirmation selon laquelle un individu qui ne connaît pas son passé est culturellement pauvre. Alors je m'imaginais un individu qui ferait le choix délibéré, le choix libre, d'accorder peu d'importance à son identité culturelle. Est-ce que ce choix-là a une valeur morale moins grande que l'individu qui ferait le choix d'accorder une grande importance? Vous connaissez bien la réponse à Amartya Sen. Vous avez quelqu'un qui décide de faire jeune par rapport à quelqu'un qui est dans la famine. C'est pareil. Donc si je pense que mon passé n'a pas d'importance, c'est un choix. Et c'est un choix risqué. Parce que mon passé, il est quand même présent. Donc si j'ai des cadavres dans le placard, ça ne va pas poser des problèmes. Voilà. Et ce n'est pas du perfectionnisme moral. Si je reviens au génocide, premier massacre en 1959 au Rwanda, qu'est-ce qu'on a dit après? Il faut tourner la page. Ouais. Après, il y en a eu 3 autres avant celui de 1994. Donc ne pas travailler sur la mémoire, c'est en général une erreur. Je pense que c'est du perfectionnisme moral. Mais au niveau des choix individuels, je vous l'ai dit, vous avez ça. Vous pouvez choisir entre le passé et le futur. Mais c'est du perfectionnisme. Oui. C'est vrai. C'est pas bien, le perfectionnisme? Ah non, c'est pas bien. Dans les temps qui courent, c'est pas bien du tout. Non, non, c'est-à-dire que vous fixez un bien ou un juste en soi. Mais non, j'en ai fixé 2 qui sont en opposition. Eh bien oui, mais vous faites un choix. Vous êtes le passé et le futur, vous ne pouvez pas l'abolir. C'est un peu perfectionniste. Bon, je veux bien.
J'ai connu pire reproche. Oh, mais c'est pas... Je vois très bien qu'ils sont perfectionnistes. Je pense qu'il y a une dialectique dedans et oui, je peux faire le choix plus ou moins libre, mais si vous cherchez... Non, juste pour clarifier le point, parce que peut-être on pense des choses différentes. Oui. Ce qu'on désigne là, c'est un vocabulaire convenu, quoi, mais qui a toute une histoire. C'est que c'est une conception du bien qui se conçoit comme la seule possible et qui n'a pas besoin de s'étayer sur quoi que ce soit d'autre que sa désignation. Enfin, qui est supposé accomplir l'existence humaine. C'est pour ça que votre référence à dignité m'alerte beaucoup, de façon aussi positive, quoi. Ça suppose une représentation. Moi, je pars d'expérience, là. Hein. Ça, c'est pas sorti de ma tête comme ça. Dans les bidonvilles, les gens qui travaillent sur les bidonvilles, vont dire il faut commencer par retrouver l'histoire. Des gens qui sont venus là pour qu'ils comprennent que ils ne sont pas forcément là pour l'éternité. Si à un moment donné, il y a eu une chute dans le bidonville des parents ou des grands-parents, eh bien, il peut y avoir un retour. Donc, Ricoeur, l'identité narrative, c'est dans ce sens-là. Et là, ça me paraît une nécessité. Est-ce que ça définit un bien ? Ça définit que le droit à la mémoire est un droit fondamental, oui, mais sur lequel on n'est pas forcément tous historiens, etc. etc. Ouais. On ne va pas tous faire une psychanalyse. Mais vous avez un concept de la dignité qui est plutôt kantien ou plutôt nussbaumien, aristotélicien ? Plutôt aristotélicien, mais je ne m'oppose pas du tout à la notion d'a priori, parce que c'est une construction différente dont le contenu n'est pas forcément opposé. C'est au niveau de la construction, je suis plutôt inductif, voilà, et plutôt l'approche qui va dans ce que vous disiez, c'est-à-dire l'expérience de l'indignité, l'expérience de ce qui... des différents types de violations qui nous donnent cette expérience de l'indignation. Et l'expérience de l'indignation, c'est bien une intuition intellectuelle dans ce sens-là. Intellectuelle, je ne sais pas, mais c'est une expérience vécue en tout cas. Ouais, oui. On peut s'accorder là-dessus. Quelle autre question ? Sinon, on va arrêter là. Oui. Peut-être sur la notion de sécurité culturelle, je trouvais ça très intéressant dans le cadre de la négociation sur la Ligue. Beaucoup d'ONG de pays du Sud essaient de faire pression pour que la notion de sécurité alimentaire apparaisse dans le texte, étant donné que certains impacts du changement climatique, comme les inondations, les sécheresses, violent certains droits comme les droits à la subsistance. Question courte, une réponse courte. Si c'était pas possible de faire un parallèle et de dire par exemple que certains impacts du changement climatique comme l'augmentation du niveau des mers menaçaient la sécurité culturelle de certains peuples. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui vont devoir quitter leur terre, hein, de toute façon. Sécurité culturelle et territoire. Oui, mais pour ça, vous avez besoin de plus d'apports scientifiques. Donc la sécurité culturelle, elle va passer par les savoirs aussi. Puisqu'il y a eu débat beaucoup trop long sur, n'est-ce pas, qui fait qu'on retient les savoirs déjà disponibles. On ne va pas assez faire de la recherche pour chercher d'autres savoirs dont on a besoin pour savoir ce qui se passe réellement sur ce réchauffement climatique. Donc on a pris beaucoup de retard. Donc la sécurité culturelle, on va le prendre dans le sens que vous avez dit, on peut le prendre aussi au sens global. Une décision politique doit être sécure dans la mesure où elle est véritablement bien informée. Voilà. Quand on dit bien informé, c'est en situation de recherche. Ouais. Ok. On reste là. Merci beaucoup. Merci. Merci tous aussi.